à l'honneur d'un plaisir d'intervenir après notre éminent professeur Samuel, parce que son intervention déjà a préparé le terrain pour mon intervention, parce qu'on parle de la pauvreté. Donc laissez-moi d'abord commencer par le fait de dire que la pauvreté, actuellement, est devenue un phénomène considéré comme un phénomène multidimensionnel. Donc on nous élimine micro. On considère la pauvreté comme étant un phénomène qui est multidimensionnel, c'est-à-dire on a dépassé le stade où on se limitait à, comme le disait Samuel, à une définition de la pauvreté monétaire, de la pauvreté absolue ou bien de la pauvreté encore relative, où on se limitait au fait de dire qu'un citoyen qui consomme moins d'$1 par jour, et lorsqu'on dit moins d'$1, on parle de la PPA, la parité d'achat, c'est-à-dire est-ce que $1 a la même valeur au Maroc, en Mauritanie, en France ou dans un autre pays. Alors actuellement, la définition de la pauvreté, comme vous disiez, elle est holistique. Alors, on peut définir comme étant la condition dans laquelle se trouve un être humain qui est privé de manière durable ou chronique. Donc déjà, il y a la notion de durabilité et de chronique, des ressources et des moyens. Donc, voilà, c'est la pauvreté matérielle, on peut dire aussi monétaire, des choix, parce qu'à partir des années 90, avec les théories économiques de Sen et que vous connaissez sûrement, le deuxième élève pakistanais et le premier indien, donc le concept de l'indicateur de développement humain s'est amélioré par l'introduction de la notion des libertés et de choix. Donc il y avait dans l'indicateur, il y avait 3 éléments. Il y avait la santé, l'éducation et le revenu. Et le 4e élément qui a été intégré à partir des années 90, c'est l'élément qui concerne cette liberté de choix. Il y a la sécurité du pouvoir nécessaire pour jouir des niveaux de vie suffisants, c'est là où il y a aussi, et d'autres droits. Donc dans la notion de développement humain, on a inclus donc d'autres éléments, tels que l'approche savoir, l'approche encore, voilà. C'est un petit peu la définition qu'a actuellement ce concept qui est vraiment difficile à cerner, comme l'a dit le professeur Sudel. Alors bien sûr, au Maroc, mon intervention, bien sûr, cernera un petit peu la pauvreté au Maroc. Déjà, sur le titre de mon intervention, les stratégies de lutte et non pas de l'éradication, parce que ça serait de l'utopie, ça serait un mythe de dire qu'on pourrait éradiquer un phénomène qui a existé et qui continuerait d'exister avec blanc, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que la pauvreté, c'est-à-dire le manque de moyens, il y a d'autres types de pauvreté dont souffrent encore les populations à travers le monde. Donc, au Maroc, je disais, comme dans tous les pays, donc la pauvreté, sous ces différentes formes, a toujours existé. Alors, ce que nous appelons à un certain moment les armes graves, et il y avait des centres d'internement de cette personne-là, d'autres éléments. Pour diverses raisons et pour l'enfant, donc il n'a jamais été désigné comme tel. Donc c'était un tabou. Donc avant les années 90, dans les discours au moins officiels, on n'entendait pas parler de pauvreté. Et il a fallu donc attendre les années 90, et suite aux répercussions et aux impacts négatifs des plans ou bien des programmes d'ajustement structurel qui ont été imposés au Maroc par le Fonds monétaire international, par la Banque mondiale, qu'on commence à parler un petit peu de pauvreté et d'exclusion sociale. En fait, il y avait 2 contextes. Il y avait l'un national et l'autre international, parce que un petit peu, à partir des années 90, et grâce au rapport de lutte sur le développement et la pauvreté, on commençait dans tous les pays à parler de la pauvreté. Donc, je disais que c'est à partir des années 90, et plus spécialement à partir des années, de l'année 1993, donc la question du développement social est devenue prioritaire du fait de l'ampleur de l'impact et des conséquences du peuple. Alors, à partir de cette année-là, le Maroc, bien l'État a mis en place une stratégie sociale. Cette stratégie avait plusieurs axes, bien sûr. D'abord, c'était la lutte contre la pauvreté. On doit voir que même au niveau de la planification au niveau national, c'est dans le draft, la préparation du plan quinquennal, le plan de développement économique et social de 1996 à 2000, que pour la première fois, on parlait d'une stratégie de lutte contre la pauvreté dans la planification au niveau national. Bien sûr, dans cet exposé, je ne vais pas m'attarder sur les différentes stratégies et politiques de lutte contre la pauvreté, parce qu'il y en a plusieurs. Mais je vais vous citer quelques exemples, comme ça vous pouvez en faire un peu de recherche et pour avoir un petit peu
aussi le programme, ce que nous appelons le BAJ, Barnamij Tawlawiyya Ijtima'iyya, on l'appelle le BAJ, qui a concerné 14 provinces au niveau national, c'est les provinces de l'Ouest. Il y a le programme de gouvernance qui a été concerné avec l'Agence canadienne du développement, il y a les agences pour le développement, la création de l'Agence du Nord, de l'Oriental et l'Agence du Sud. Il y a aussi la création de l'Agence de développement social, ADS, et bien sûr, le cas d'étude que nous allons voir aujourd'hui, c'est le cas de l'EDH qui a été annoncé le 8 mai 2005. Donc, l'élaboration de toutes ces politiques sociales visait d'abord à réduire la pauvreté. Et là aussi, je signale que le Maroc a adhéré aux OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, l'échéance c'est 2015. Donc, le premier objectif, c'est la réduction de la pauvreté et de la faim. Et le Maroc s'est engagé, bien sûr, mais aussi parmi d'autres pays, à réaliser cet objectif d'ici l'an 2015. Alors, pour vous donner une idée sur la pauvreté, donc l'évolution de la pauvreté à partir des années 50 et 60, donc vous pouvez le voir en l'étude qui a été faite en 1959 et 1960. Donc on pourrait dire qu'au Maroc, il y avait 55% de la population qui vivait sous le seuil de la pauvreté. Alors, un point donc si on fait l'évaluation via la comparaison avec les années 2000, donc c'était 18%. Actuellement, on part de 9%. Ça, c'est la carte de pauvreté. On va voir la carte de pauvreté et les avantages de cette carte de pauvreté. Donc, en 2009, on part de 9%. Donc, on est passé de 55% 1959-1960 à 18% en 2000, 14,2% en 2004 et 9%, et cela ce sont des statistiques qui émanent du HCP, c'est-à-dire le Haut Commissariat au Plan. Alors tout à l'heure, M. Dresse nous parlait un petit peu de ce de la pauvreté. Donc en 2001, on considérait comme étant pauvre un ménage qui est composé de 5,6 personnes et qui n'arrivait pas ou à dépenser plus que 1700 dirhams par mois. Au Maroc, tout ménage qui ne dépensait pas plus de 1700 dirhams par mois était considéré comme un ménage qui vivait, et cela c'était dans le milieu rural. Bien sûr, il y a une différence entre le milieu rural et le milieu urbain. Alors, en 2004, et là je me limiterai aux statistiques et aux chiffres de l'année 2004. Donc, en 2004, permettez-moi de vous donner ces chiffres-là, c'était le montant de 1687 dirhams par mois pour un ménage urbain composé de 5,6 personnes. Alors, pour le monde urbain, c'était 1745 dirhams pour un ménage urbain de 6,4 personnes. Et donc là, aussi, permettez-moi de vous dire que la pauvreté était aussi estimée ou évaluée selon la consommation et la nutrition de chaque ménage. Alors là aussi, je vous donnerai un autre indicateur, celui de l'Organisation mondiale de la santé. C'est qu'une personne ne consomme pas plus de 1984 kilocalories par jour. Elle est considérée comme une personne qui vit dans la pauvreté. Donc, il n'arrive pas à satisfaire ses besoins les plus basiques, quelles sont l'alimentation. Et là, je me réfère un petit peu au sociologue Abraham Maslow et la pyramide des besoins et les gens qui ont travaillé sur le phénomène de la pauvreté se sont adressés à cette pyramide de Maslow pour définir un petit peu les besoins parce qu'il y a une hiérarchie de besoins, donc les besoins primaires ne sont pas satisfaits à ce niveau-là. Donc, je passerai, une question de temps, donc je passerai un petit peu, si vous voulez, là, vous pouvez voir la carte de pauvreté donc, de 2004. Vous pouvez voir à partir de cette carte qui a été élaborée à partir du recensement général de la population et de l'habitat de 2004 et l'enquête de dépenses de ménage qui a été effectuée par le HCP en 2001. Donc le Maroc a pu élaborer sa première carte de pauvreté. Alors l'utilisation de cette carte de pauvreté est très importante. D'abord, il permet le ciblage. Tout à l'heure, M. Dresse avait parlé de l'efficacité des politiques publiques pour la lutte contre la pauvreté, et il a parlé de l'efficacité. Donc l'efficacité, un des moyens de l'efficacité, ou bien de réaliser cette efficacité, c'est un bon ciblage. Alors cette carte, à partir de 2004, nous a permis au niveau national de connaître les postes de pauvreté. Et cette carte a permis
Maroc, il y a plus de 348 communes rurales qui vivent ou bien qui pâtissent dans la pauvreté et dont le taux dépasse 30%. Alors, et tout à l'heure, on va la comparer avec la carte de 2007. Aussi, cette carte de pauvreté a permis l'élaboration d'autres programmes sociaux et d'autres politiques sociales, notamment le RAMEL. On parle actuellement du régime d'allocation médicale pour les personnes démunies. Donc, cette carte-là permettrait l'élargissement et l'expansion de ce programme. Aussi, cette carte a permis la mise en œuvre du programme TICIR qui est mené par l'Éducation nationale pour l'encouragement et la lutte contre la déperdition scolaire. Donc, cette carte-là, elle est importante. Alors, le cas du LDH. Alors, le cas du LDH s'est basé sur cette carte de pauvreté de 2004 qui a été actualisée en 2007 suite à l'étude qui a été faite par le HCP concernant les dépenses des ménages. Donc, ce qui nous a permis, on pouvait comparer qu'il y a une nette amélioration parce que la clé n'est pas aussi claire, mais il y a des régions où il y a la couleur jaune, malheureusement, ça ne paraît pas sur l'écran, c'est moins de 10%. Il y a des régions qui sont en vert, nous avons entre 10 et 20%. Il y a des régions où il y a 20 et 30, 30 et 40, et 40 et plus. Donc, cette carte-là a permis le ciblage, donc la réalisation des politiques publiques qui ont comme objectif la lutte contre la pauvreté et notamment l'LDH. Alors, les fondamentaux de cette initiative qui est l'LDH sont au nombre de 5. Alors, lorsqu'on parle de ces fondamentaux, on se repère aux notions et au concept de développement humain. Parce que le développement humain, d'abord, c'est garantir la dignité des êtres humains, de toute la population. C'est le regain de la confiance de la population, chose qui a caractérisé le Maroc pendant des décennies. La participation, parce que tout à l'heure, on a la définition, j'ai parlé de la participation et de la liberté des choix. Il y a aussi la pérennité, parce qu'avant, ce qu'on constatait, ce qu'on remarquait dans les politiques publiques, c'est qu'il n'y avait pas la pérennité, donc il n'y avait pas la durabilité, il y avait des stratégies et des plans qui ont commencé, mais qui n'ont pas été achevés, et aussi on parle de la bonne gouvernance. Alors, on parle aussi de 5 principes qui sont d'abord la proximité. Pour qu'une politique sociale soit efficace, il faut qu'il y ait de la proximité, c'est-à-dire que cette politique sociale soit faite, réalisée, suivie et évaluée par les acteurs, parce qu'actuellement on est sorti de la notion de bénéficiaire et on parle d'acteurs. Donc tout le monde est devenu acteur dans le développement humain et dans la lutte contre la pauvreté. Et on parle aussi de la concertation dans le cadre de la démarche participative. On parle aussi du partenariat, et tout cela on va l'expliquer tout à l'heure, la contractualisation et la transparence. Donc toute politique publique qui se veut être efficace, on doit avoir un minimum de ces principes-là. Alors, les objectifs de cette initiative qui a été annoncée pour 2013, d'abord, le premier objectif, c'était la lutte contre la pauvreté en milieu rural, parce que tout à l'heure, notre professeur a très bien dit, donc il y a des disparités territoriales. Donc la pauvreté n'est pas la même au niveau des communes rurales ou bien dans les milieux urbains. Donc là, il y a une disparité et on parle d'un Maroc avec 2 vitesses. Et c'est pour cela qu'au niveau rural, on va voir que même les interventions de l'État et les politiques publiques qui ont été menées depuis les années 90, c'était plus axé sur le monde rural. Et là, je vous donnerai des exemples. Par exemple, le PAGER, vous connaissez, le programme de la généralisation de l'eau potable, le programme de l'EPER, le programme de généralisation de l'électrification, le PNRR, le programme de la construction des routes rurales. Et ces programmes-là avaient comme objectif non pas l'amélioration du LDH qui est l'indice de développement humain, mais l'indice de développement social. Et là, il faut faire la distinction entre les deux. L'indice de développement social qui a comme objectif, c'est-à-dire la généralisation de l'infrastructure de base, notamment l'eau potable, l'électrification et les désenclavements de la population, et l'LDH qui touche l'éducation, la santé et le revenu. Il y a un deuxième programme qui est un deuxième objectif qui vise la lutte contre l'exclusion sociale en milieu urbain. Et ce programme-là travaille dans tous les quartiers périurbains qui étaient fondés avant, soit des communes rurales du voisinage des villes, soit encore c'est les quartiers, les bidonvilles qui en est de la période de l'exode rural qui a été des conséquences de plusieurs années de sécheresse, ou encore la lutte contre la précarité. Parce que
phénomène statique, mais en fait, on parle aussi de la vulnérabilité. Parce qu'on parle des pauvres et on parle des gens qui vivent dans la vulnérabilité, et ces gens-là, donc, dans la définition un petit peu matérielle, c'est-à-dire qu'ils consomment entre 1700 dirhams et 2700 dirhams par mois par ménage, alors on les considère comme étant vulnérables, c'est-à-dire qu'ils peuvent facilement tomber dans la catégorie de la pauvreté si un des moyens, par exemple, il y a un parent qui travaille, il a un accident de travail, il s'arrête de travailler, donc là, automatiquement, le deuxième mois, s'il n'a pas de salaire, donc, le revenu va baisser et automatiquement la famille va tomber dans la pauvreté. Donc c'est cela, on parle aussi de la vulnérabilité et de la fiscalité. Alors ce troisième objectif donc, vise un certain nombre de catégories bien spécifiques qui sont au nombre de 8, notamment les femmes en situation difficile, les enfants de la rue, les aliénés, etc. Alors, les DH, c'est aussi, cette initiative, c'est des actions au plus près de l'homme, c'est-à-dire c'est des activités génératrices de revenus. Lorsqu'on parle de l'EDH, nous parlons de revenus. Donc là, ces programmes de l'initiative nationale financent, appuient des activités qui sont génératrices de revenus et d'emplois. Nous avons aussi le soutien à l'accès aux équipements et services sociaux de base, parce que dans le monde rural, on peut tomber sur des communes où on n'a pas des écoles, on n'a pas les centres de santé, on n'a pas de centre de formation. Donc dans l'NDH, on contribue à financer de tels projets pour pouvoir contribuer à l'amélioration des conditions de vie. Parce que la pauvreté, en fait, c'est réduire la pauvreté, c'est améliorer les conditions de vie de la population. Il y a aussi le soutien aux actions d'animation sociale, culturelle et sportive et le soutien au renforcement de la gouvernance et des capacités locales. Et là, je considère ce point comme étant le plus important, en plus des HDR, c'est le renforcement des capacités, c'est-à-dire c'est la formation, c'est donner aux gens qui sont pauvres les moyens et les outils de pouvoir sortir de la pauvreté, notamment en matière de formation adéquate avec le marché du travail. Et quand on dit renforcement des capacités locales, tout à l'heure, M. Grèce avait parlé de la société civile, des associations, parce qu'actuellement, il n'y a pas, ou bien la lutte contre la pauvreté n'est pas l'affaire de l'État seul, mais c'est aussi l'affaire du secteur privé, l'affaire des collectivités locales et de la société civile. Et dans ces programmes-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est la formation de la société civile, notamment associations et coopérations pour pouvoir. Merci. Donc, j'essaierai d'aller un peu vite. Dans ces programmes, vous les connaissez, donc il y a un programme qui concerne un petit peu le milieu urbain. Il y a un programme qui concerne le milieu rural, il y a le programme de responsabilité et le programme transversal. Alors, les critères de ciblage. Tout à l'heure, je vous parlais de ciblage. Donc, dans les quartiers urbains, on travaille actuellement au niveau national sur 264 quartiers. Donc, le ciblage c'est fait sur la base d'un diagnostic territorial participatif. Et là aussi, pour garantir aussi l'efficacité. Donc, on parle de proximité, on parle de participation. Donc, il y avait un diagnostic territorial participatif qui s'est fait avec la population. Donc, il y a des déficits en infrastructure sociale, les maisons de jeunes, les foyers féminins, les crèches. Donc, le taux d'abandon scolaire est élevé, donc on a travaillé à toutes les écoles. Il y a le taux de chômage important, il y a la présence d'habitat insalubre, il y a la pauvreté et le faible revenu des populations, le taux élevé d'exclusion des femmes et des jeunes. Et là, on parle de l'approche champ, l'absence d'opportunités de formation et d'insertion. Vous voyez, c'était là un petit peu les critères de ciblage. Pour ce qui est rural, donc il y avait 3 critères, et le plus important, c'est celui de la carte de pauvreté. Donc toutes les communes qui avaient un taux qui dépassait les 30%, et ils ont fait l'objet, ou bien ils ont été ciblés par ce programme. Donc il y avait un déficit en infrastructure de base, malgré les efforts qui ont été faits depuis les années 50, et à ce titre-là, je peux vous confirmer que 50% des budgets de l'État a été investi dans les domaines sociaux, mais le déficit persiste parce qu'il n'y avait pas une efficacité dans les politiques sociales. Alors, au niveau national, donc vous permettez-moi de vous donner quelques chiffres. Donc, les budgets qui ont été donc, alloués à ce programme, donc, le programme prioritaire, parce qu'en 2005, donc, après l'annonce de l'EDH, il y avait un programme de 3 mois, c'est un programme prioritaire, et l'État avait préparé un plan d'action pour ce dernier trimestre et alloué un budget de 250 millions de dirhams. Pour les
pluriannuel 2006-2010, donc un budget de 10 milliards de dirhams, dont l'État a participé avec 60%, c'est-à-dire 6 milliards de dirhams, la coopération internationale 20%, et les collectivités locales, c'est-à-dire les communes urbaines, rurales, les conseils préfectoraux, les conseils de région, avec 20%. Alors, comme je disais tout à l'heure, donc, l'NDH est un petit peu efficace parce que l'NDH est un peu le fruit et c'est basé sur les expériences du passé. Il y avait un rapport, je pense que vous êtes déjà familier avec ce rapport, le rapport développement, 50 ans de développement humain au Maroc, qui a été élaboré par un certain nombre de chercheurs et d'universitaires, qui a fait un diagnostic, qui a même donné la perspective du Maroc 2025. Donc, en se basant sur ces études-là, et en se basant sur des diagnostics qui ont été faits au niveau territorial, donc l'NDH a tiré des leçons des expériences du passé, notamment le programme de l'Aoulouyet de Sinaï et le BAS, et il s'est basé sur de nouvelles approches. Des approches, notamment l'approche participative dans la planification, parce qu'avant il y avait l'approche bottom-up, c'est-à-dire c'était l'approche descendante, top-down, c'est-à-dire ascendante, c'était au niveau central, et les projets étaient programmés et planifiés au niveau central et exécutés au niveau local. Alors avec l'NDH, on travaille avec une approche qui est ascendante, c'est-à-dire bottom-up, c'est-à-dire c'est au niveau local qu'on prépare, on fait la planification, et à travers la contractualisation et le partenariat, on travaille avec l'État pour réaliser ces projets-là. Il y a aussi la planification stratégique, parce qu'on parle de la planification pluriannuelle. Donc, pour chaque commune, pour chaque quartier, nous avons essayé de préparer une initiative locale de développement humain, une LDH, qui devait être planifiée sur une planification pluriannuelle, minimum 5 ans. C'est-à-dire voir les projets qui seront réalisés sur un quartier, bien sûr une commune, pendant cette période. Le partenariat et la convergence des actions. Alors là, on parle aussi d'une nouvelle approche pour donner de l'efficacité à cette initiative qui est l'approche intégrée. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? Il y a des interventions sectorielles, il y avait la santé, il y avait l'éducation, il y a la culture, la jeunesse et le sport, et chacun réalisait son projet, sans tenir compte des actions et des interventions des autres acteurs. Maintenant, nous avons, au niveau de chaque territoire ciblé, un comité local de développement humain. Parce que l'NDH a aussi instauré des structures de gouvernance, ces structures de gouvernance ont une composition tripartite. Il y a d'une part des élus, d'autre part des représentants de l'administration, et d'autre part il y a la société civile, les associations et les coopératives. Donc, et il y a aussi c'est la convergence, chacun mettait de son côté dans tous les départements pour contribuer à la réalisation. Donc la bonne gouvernance, je parlais tout à l'heure, de ces structures de gouvernance au niveau local, au niveau préfectoral et au niveau régional et au niveau national par un comité de pilotage et un comité stratégique au niveau national. Donc la planification se faisait au niveau local, les projets validés au niveau de la commune, approuvés au niveau de la préfecture, et là il y a la contractualisation et l'élaboration des contrats de réalisation et de financement. Aussi, il y a l'approche de la gestion axée sur le résultat. Donc, pour garantir l'efficacité, dès le départ, il fallait se fixer un certain nombre de résultats et des indicateurs, comme je disais tout à l'heure, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Parce que lorsqu'on parle de résultats, il y a des résultats qu'on peut mesurer quantitativement et d'autres qu'on peut mesurer qualitativement. Donc, il y a aussi la notion des souplesses dans la gestion. Il n'y a pas de contrôle a priori, mais il y a le contrôle a posteriori, c'est-à-dire après la réalisation, et on parle aussi de suivi et évaluation participative, c'est-à-dire la participation dans l'identification, l'élaboration, le montage, la réalisation et le suivi et évaluation des projets qui visent la lutte contre la pauvreté et la réduction de ce phénomène. Donc, après ces 5 ans, bien sûr, il y a une évaluation de l'NDH, et beaucoup, donc il y a notamment l'Observatoire national de développement humain qui a été créé dans le cadre de l'ingénierie du travail social. Il y a même les bailleurs de fonds internationaux. Il y avait la Banque mondiale, il y a l'Union européenne, il y a plusieurs partenaires qui ont fait une évaluation de l'NDH, de cette initiative, et qui ont manifesté cette évaluation lors du forum international qui a été organisé en
Donc, plusieurs de ces observatoires considèrent l'IDH comme étant un cas d'école. C'est-à-dire qu'il faut profiter, il faut bénéficier de cette expérience et essayer donc d'étaler cette façon, cette approche de gestion à d'autres secteurs, notamment l'éducation nationale, la santé, la jeunesse et le sport. Donc, dans le domaine de l'action sociale publique au Maroc, l'NDH fait sans doute figure d'exception car c'est bien la première fois que l'État décline avec autant de précision un programme sur le plan stratégique opérationnel en ciblant. Il y a la mention des ciblages. Parce que, si je vous donne l'exemple, le ministère de la Santé doit travailler dans la région du Sud et dans la région de l'Oriental, donc notamment il doit se baser actuellement sur la carte de pauvreté pour pouvoir préparer ou bien faire sa planification. Sinon, c'est on met les mêmes camps, par exemple, dans le Sud et dans l'Oriental, les besoins ne sont pas les mêmes, donc le contexte n'est pas le même. Donc, maintenant, le développement et la lutte contre la pauvreté doivent être contextualisés en tenant compte des études qui sont faites par le HCP et notamment la carte de pauvreté. Donc, au niveau régional, donc, je vous donne là quelques chiffres. Donc, 2 minutes, s'il vous plaît. Alors, pour ce qui est régional, donc, la population donc, de la région qui dépasse 1 million 100 000 habitants, donc avec une forte urbanisation qui dépasse 62%. Donc, le taux de pauvreté au niveau régional, donc c'est 13,8%, donc par rapport au taux national qui est 7,9%. Donc, au milieu rural, c'est 22%, et le milieu urbain, c'est 13%. Voilà, donc c'est des comparaisons des chiffres entre le niveau national et le niveau régional. Donc, au niveau national, c'est 22%, donc au niveau régional, c'est 24% au niveau des communes rurales, et 14% donc pour la moyenne, au niveau national, et 17,9% pour tout ce qui est régional. Alors là, vous pouvez voir la carte de pauvreté de la région de l'Oriental. Donc, la région la plus forte, c'est la région de Fégui et quelques postes de pauvreté au niveau de la province de Jrada et du Taouré. Donc, les communes cibles rurales au niveau de la région de l'Oriental sont 39 et les quartiers urbains 14, 10 à Oujda et 4 à Nadoul. Donc, vous avez là aussi les taux de pauvreté des différentes provinces de la région. Donc, vous pouvez, la province la plus forte, c'est la province de Jrada, donc avec un taux de pauvreté de 29%. Donc, suivi par Taouré 27, donc Riouch 23, Chili aussi 27, Nadoul 17, donc Berkane 14 et Oujda 12,7%. Là, ce sont les chiffres du Haut Commissariat au plan. Donc, c'est des statistiques officielles. Alors, bien sûr, donc, pour tout ce qui est réalisation, pour tout ce qui est projet, donc au niveau de la région, donc pour la période 2005-2010, plus de 1757 projets ont été réalisés avec un financement qui dépasse les 1 milliard de dirhams, dont la contribution de l'NDH dépasse les 626 millions de dirhams, et la contribution des partenaires dans le cadre de la convergence qui dépasse les 461 millions de dirhams. Alors, pour la mobilisation, donc l'NDH a pu mobiliser donc, plus que 1000 acteurs au niveau local, régional. Donc les organes de gouvernance, c'est-à-dire les Hakamat, les jeunes Mahliya, les jeunes Mahliya, donc plus de 605 dans les CPDH, 105 dans les CPDH et dans le comité régional, parce qu'il y a un comité régional qui voit le travail au niveau de la région, donc 21 personnes. Donc la création de 7 divisions d'action sociale, donc tout cela rentre dans la proximité et la décentralisation, parce que même les NDH est censé être une approche décentralisée, parce que les décisions sont prises au niveau local, donc la nomination de 53 équipes d'animation communale ou de quartiers qui travaillent avec la population au niveau des quartiers et des communes. Donc, les acquis, si vous voulez, donc, je terminerai avec ce slide-là. Donc, après 5 ans de travail, ou bien de mise en œuvre de l'ETH, donc l'amélioration très sensible des conditions de vie de la population, et l'étude, ou bien la carte de 2007, où, d'après les déclarations du M. Fidini, donc les communes où il y a une nette amélioration du taux de pauvreté, c'est les communes qui ont été ciblées par l'NDH. Donc, réduction de taux de pauvreté
passé de 14 à 9%, donc actuellement on parle au niveau national de 9%. Dynamisation du tissu associatif et l'implication de ce tissu dans le développement de la lutte contre la pauvreté. L'intégration dans le circuit économique, la création et le financement de PGR, c'est-à-dire projet générateur de revenus ou HR, promotion de la situation de la femme, c'est-à-dire l'intégration de l'approche change, l'appropriation des populations de leur propre projet, c'est l'approche participative, l'apprentissage de la bonne gouvernance et la création d'une nouvelle dynamique entre autorités publiques, services extérieurs et tissus associatifs, et l'ancrage, bien sûr, d'une nouvelle culture basée sur la participation, la confiance, le respect, la dignité et la bonne gouvernance et la pérennité. Donc là, si vous voulez, ce sont les chiffres, si vous êtes intéressé, donc je laisserai aux étudiants du master cette slide-là, vous aurez les statistiques de 2007 concernant la région de l'Oriental. Donc maintenant, pour la conjoncture mondiale, on parle de 5,4 de taux de pauvreté, Berkane c'est 8,7, Nador 9, donc, ouais, donc la moyenne c'est, a été réduit donc, de 17 à 9, donc à partir donc, de 2005 à 2007, donc pour cette période. Alors pour ce qui est donc le milieu rural, donc là aussi, donc la moyenne est de 14,5, elle était à 22%.